que toute personne majeure en phase avancée ou terminale, incurable, d'une maladie provoquant une souffrance physique, psychique insupportable et qui ne peut plus être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et sous contrôle de plusieurs médecins à bénéficier d'une assistance médicale pour vivre sa vie dans la dignité jusqu'à la fin. Après le mariage pour tous, c'est l'une des réformes de société sur laquelle on attendait François Hollande, le droit à une aide active à mourir, en proposant une assistance médicale pour vivre sa vie dans la dignité jusqu'à la fin. Le candidat Hollande a délibérément choisi une formulation ambiguë où jamais il ne prononce le mot euthanasie. Des mots à la loi, le président avance avec prudence. Après 2 ans de concertation nationale, il confie la rédaction d'une proposition de loi à 2 députés, Alain Claes et Jean Leonetti. Une proposition de loi consensuelle qui reprend et précise la première loi Leonetti de 2005 sans aller jusqu'à l'euthanasie. Selon un sondage pourtant, 90% des Français y sont favorables pour les personnes en fin de vie. Ce nouveau texte répond-il vraiment aux attentes des Français? Va-t-il assez loin? De la promesse de campagne à la loi, le consensus sera difficile à trouver. Pourquoi un nouveau texte? Eh bien parce que malheureusement, dans la pratique, on constate encore qu'on meurt mal en France. On meurt mal avec 2 revendications légitimes de nos concitoyens. C'est « je ne suis pas entendu en fin de vie » et on continue à souffrir dans les derniers jours et les dernières heures de la vie. Bonjour. Bonjour docteur. Comment ça va ce matin? Eh bien, ce matin, ça va très bien. Oui. Les douleurs ici, là, Toujours au même... vous les sentez un petit peu quand même? À 78 ans, c'est la 2e fois qu'Angèle est en soins palliatifs au CHU de Montpellier. Atteinte d'un cancer incurable, elle sait sa mort proche. Son seul souhait, finir ses jours sans souffrir. Moi, ma propre mort, je l'envie. Je sais que je mourrai, mais je ne veux pas mourir en souffrant. Voilà. Je sais que je vais mourir un de ces jours, parce que ça en est au point où on est aux soins palliatifs pour la douleur et tout ça. Parce qu'il n'y a pas autre chose, grande chose à faire. Mais on n'a pas la souffrance. Moi, je comprends les gens, quand ils souffrent trop, ils se jettent sous le train. Parce que c'est des souffrances qu'on ne peut pas tenir. Quand on fait les soins palliatifs, après, au contraire, ça soulage, ça guérit pas. Mais ça enlève la douleur. Moi, c'est ce que je veux. Je veux mourir sans souffrir. Voilà. Pour soulager les souffrances, dans ce centre de soins palliatifs, on utilise des techniques à la pointe, comme la sédation, une sorte d'anesthésie plus ou moins profonde pour apaiser le patient. Cette technique de sédation, c'est quand on est en échec, effectivement, sur un symptôme particulièrement insupportable pour le patient. Donc avec certains médicaments, enfin, notamment le midazolam, on l'utilise pour entraîner un sommeil d'une profondeur qui va dépendre du patient. Il y a des patients qui préfèrent rester un petit peu éveillés, d'autres qui ne veulent pas être du tout réveillés. Donc ça, on adapte la dose et qu'on peut faire de manière transitoire, par exemple pour un symptôme comme une dyspnée qui peut être parfois transitoire, ou pour, on peut également faire cette sédation de manière continue si le patient, effectivement, ne désire plus du tout être réveillé. La loi de 2015 veut démocratiser la sédation profonde et continue, c'est-à-dire l'endormissement profond du patient dont la mort est imminente, pour lui éviter de souffrir lors de ses dernières heures.
Ce qu'on veut vraiment, c'est endormir le patient pour pas qu'il subisse ce qu'il est en train de vivre, mais on ne veut pas précipiter sa mort, simplement il faut qu'il soit quand même un peu plus serein par rapport à ce qu'il est en train de vivre. On met des fois des sédations comme ça sur des choses cataclysmiques, on voit, et ça on a eu à le faire il n'y a pas très longtemps, un patient qui s'est vidé de son sang. Et qui le voyait et qui était conscient, et c'était terrible. Et bon, donc là, on l'a endormi et il est parti non pas de notre endormissement, mais du fait qu'il était en train de se vider d'une hémorragie sur laquelle on ne pouvait pas intervenir, si vous voulez. Si dans ce genre d'unité spécialisée, les médecins maîtrisent cette technique, ce n'est pas le cas dans d'autres services hospitaliers comme aux urgences ou dans les services d'oncologie où le taux de mortalité est élevé. La sédation profonde est continue, y est peu utilisée. L'objectif de la loi est donc de la généraliser. Ce droit, qu'on appelle le droit à la sédation en phase terminale, est un droit qui paraît légitime. Aujourd'hui, c'est un devoir des médecins de le mettre en place. Ça n'est pas le cas, malheureusement, dans 15 à 20% des cas. Eh bien, il faut que ça devienne un droit, et peut-être que la vraie modification de la loi, c'est de dire, avant c'était un devoir de la société et un devoir du corps médical et des soignants de faire en sorte qu'on ne souffre pas en fin de vie, eh bien, désormais, ça devient un droit du malade de ne pas souffrir lorsque la mort approche et que les médicaments habituels n'arrivent pas à calmer la souffrance. La nouvelle loi précise les cas où cette sédation profonde et continue doit s'appliquer. Premier cas, le patient est conscient, il est atteint d'une affection grave et incurable, son pronostic vital est engagé et l'arrêt des traitements va provoquer sa mort à court terme. Autre possibilité, le patient est inconscient. Pour éviter l'acharnement thérapeutique, le médecin décide d'arrêter les traitements. Il peut dans ce cas aussi demander une sédation profonde et continue. En encadrant la sédation profonde et continue, les auteurs de la loi voulaient être consensuels. Mais au Sénat, cette proposition va cristalliser les oppositions autour de la question de l'euthanasie. Trois camps vont s'affronter. Il y a d'un côté les rapporteurs de la proposition du texte et le gouvernement. Ils vont soutenir l'idée d'une sédation profonde et continue. Ce texte est pour ceux qui vont mourir, pas pour ceux qui veulent mourir. Ce qui élimine très clairement le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté. Non pas que ce débat ne soit pas important, voire capital, mais quelque part, ce n'était pas l'esprit de la loi sur laquelle nous discutions. D'autres, une partie des sénateurs républicains, s'opposent à toute évolution juridique. Pour eux, le texte va trop loin. En inscrivant la sédation profonde et continue dans la loi, le législateur proposerait en réalité une euthanasie déguisée. La sédation profonde continue jusqu'au décès, vous voyez bien. On liait la sédation et le décès. Et là, ça nous a apparu, pas pour moi seulement, mais pour un certain nombre d'entre nous, comme quelque chose qui sortait du dispositif consensuel de la loi Leonetti et qui liait le décès à l'acte de sédation. Donc, on s'engageait dans l'engrenage, sur le chemin du suicide assisté et de l'euthanasie. Enfin, il y a les sénateurs qui estiment que cette sédation profonde et continue n'est pas suffisante. Ils veulent inscrire dans la loi le droit à l'euthanasie. Nous voulions répondre à deux demandes différentes, qui sont de nature différente. D'une part, le droit à un suicide médicalement assisté, c'est-à-dire qu'on abrège la fin de vie un peu avant le terme qui est imminent. Et puis, donc c'est le suicide assisté. Et puis d'autre part, il y a des personnes qui réclament, lorsqu'elles sont dans un état désespéré, la possibilité d'une euthanasie. Premier affrontement en séance autour de l'article 3 sur la sédation profonde et continue. Les opposants à cette pratique lancent l'offensive contre les rapporteurs du texte. Depuis le départ, un certain nombre d'entre nous
pensons que la loi Letty se suffisait à elle-même et que la loi actuelle, qui est pour certains un prolongement ou un éclairage, n'est pas un prolongement ou un éclairage. C'est une rupture. Il est incontestable que cet article 3 est la porte ouverte à une euthanasie que vous ne voulez pas dénommer comme telle. Les sénateurs proposent d'enlever du texte l'expression « continue jusqu'au décès » pour éviter tout amalgame avec l'euthanasie. Pour Alain Milon, le président de la commission des affaires sociales, qui est aussi médecin, c'est un coup porté au principe même de la loi. Bon, cette proposition de loi ne tue pas. On n'est pas là pour tuer. On n'est pas là pour faire de l'euthanasie. On est là pour accompagner des malades en fin de vie. Alors, la proposition que nous fait notre collègue Delège sur le fait de mettre une sédation profonde et de supprimer continue jusqu'au décès. OK, pourquoi pas? Ça veut dire que la sédation n'est pas continue. Si elle n'est pas continue, elle est discontinue. Et si elle est discontinue, ça veut dire qu'on doit l'arrêter de temps en temps. Pourquoi continue? Plaçons-nous quand même dans la vraie vie, si j'ose dire. Comment imaginer que chez ces patients qui souffrent atrocement, on va interrompre la sédation pour dialoguer avec eux? Sur l'opportunité de quoi? De continuer? C'est impensable et vraiment ceux qui ont porté cet amendement sont très éloignés de la vraie vie, c'est le cas de le dire. Je vais mettre aux voix cet amendement 59 rectifié. Qui est pour? L'amendement est adopté. Une partie des Républicains obtient gain de cause. Le mot « continue » est retiré du texte. La séance est suspendue. Dans les couloirs, les esprits s'échauffent entre les deux camps. Non, moi je ne suis pas content. De toute façon, je ne suis pas content de ce débat depuis le début. Parce qu'il y a ceux qui sont honnêtes, il y a ceux qui nous préparent au fond. Je suis désolé, mais bon, mais pas à travers ça. Ça a été, disons de manière un peu habile, sans doute par certains, de vouloir faire comprendre que la sédation profonde et continue était très proche de l'euthanasie. Or, ça n'est pas vrai, puisque l'euthanasie, elle est faite à un moment avant qu'on soit dans ces situations-là, c'est-à-dire avant que la personne soit vraiment en fin de vie, c'est-à-dire avec une espérance de vie à court terme et ne supportant plus les souffrances qu'elle subit. Donc ça n'est pas du tout une euthanasie, c'est simplement une possibilité d'aider à mourir sans avoir les souffrances. L'autre offensive contre le texte viendra cette fois des pro-euthanasie. 8 sénateurs de toute tendance politique réunis autour de Jean-Luc Romero, président de l'ADMD, une association pro-euthanasie, convoquent la presse. Il y a dans chaque groupe des parlementaires qui ont déposé des amendements allant dans le sens de ce que souhaite l'ADMD, c'est-à-dire qu'il y a enfin une loi qui permette à chacun de choisir. Ce n'est pas une loi spécialement pour l'euthanasie, une loi qui permette de choisir. Il compte inscrire dans le texte un droit à une aide active à mourir. C'était important justement que certains sénateurs et de toute tendance, parce que c'est ça qui était important, puissent dire qu'eux, ils souhaitaient clairement qu'on aille à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté comme les Français le demandent dans tous les sondages depuis 20 ou 30 ans. Le soir même, en séance, les 8 sénateurs déposent tous un amendement pour légaliser l'euthanasie. Cet amendement propose d'instaurer un droit à bénéficier d'une véritable aide active pour mourir pour les personnes majeures. Il répond à une très forte demande de la population. Il vise à instaurer l'assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes. Chacun doit se voir ainsi reconnaître le droit d'aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Des amendements rejetés, mais l'objectif est atteint. Le débat sur l'euthanasie a été mis sur la table. Nous voulions poser ce débat, c'est-à-dire d'une loi qui irait plus loin. Donc l'idée était d'expliquer pourquoi cette loi nous semblait trop timide et pourquoi nous voulions aller plus loin et pourquoi du coup nous avons tous déposé un amendement très voisin pour essayer d'avancer. Alors l'ambiguïté qu'il faudrait lever, c'est que ce texte n'était pas fait pour ceux qui sont en fin de vie et qui veulent mourir. Ce texte a été fait pour
les malades en fin de vie qui vont mourir. Donc évidemment, ce texte ne recouvrait que très imparfaitement les demandes que nous avions. L'autre point de clivage du texte, ce sont les directives anticipées, un document où l'on inscrit ce que l'on souhaite pour sa fin de vie. Edith a écrit les siennes, elle est bénévole au centre d'écoute de l'ADMD, l'association au droit à mourir dans la dignité. Compte tenu de mon âge, je refuse toute réanimation, alimentation forcée artificielle lorsque la mort paraît inévitable. Mettre sur papier ce qu'elle veut pour sa fin de vie, une évidence pour elle après la mort d'une de ses amies. En 1987, j'ai assisté à la mort terrifiante d'une amie qui avait une sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, et qui mourait dans des conditions d'étouffement qui n'en finissaient plus. J'ai appelé le docteur, c'était un dimanche, on a fait venir SOS médecin, et j'ai dit au médecin, écoutez, elle est en fin de vie, regardez, elle est en train de mourir en s'étouffant. Il me dit oui, elle va mourir. Il me dit oui, elle va mourir. J'ai dit, mais docteur, faites quelque chose pour que ça aille plus vite. Il m'a répondu, mais madame, je ne peux rien faire. D'ailleurs, elle n'a rien demandé et je ne peux rien faire. Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai très vite rédigé des directives de volonté. Comme Edith, aujourd'hui, il n'y a que 2,5% des Français qui ont rédigé leurs directives anticipées. Sophie, j'ai eu la visite ce matin d'une de nos adhérentes et elle est venue porter ses directives anticipées. Alors, pour Sophie, responsable des directives à l'ADMD, si aussi peu de gens les ont écrites, c'est qu'elles sont méconnues, mais pas seulement. Il s'agit de confronter cette idée de mort, de déchéance, de fin de vie. C'est pas, enfin, en tant qu'être humain, on n'a pas envie de confronter ça, n'est-ce pas? Ensuite, souvent les personnes ne savent pas parler de leur fin de vie. Aujourd'hui, les directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins. Elles peuvent être rédigées sur papier libre et sont valables 3 ans. La loi de 2015 prévoit de les rendre contraignantes pour le médecin, de créer un modèle officiel qui sera intégré dans un registre national et leur validité ne sera plus limitée. Au Sénat, pas de rassemblement non plus sur les directives anticipées. Un bras de fer s'engage entre les défenseurs du texte et le noyau dur des sénateurs Les Républicains. Ces derniers estiment que le dispositif va trop loin. Ils vont de nouveau réussir un coup de force et faire enlever du texte le caractère contraignant des directives anticipées. Et par conséquent, nous proposons une autre rédaction qui indique que le médecin prend en compte les directives anticipées, mais qu'elles ne s'imposent pas à lui. C'est effectivement une différence majeure entre nous. Le médecin est là pour prendre en compte les directives anticipées, mais il doit garder son appréciation et son jugement. Merci, Monsieur Delège. La question de cette directive, c'était doivent-elles engager les médecins ou pas? Doit-on laisser une marge de manœuvre aux médecins qui peut aussi avoir des éléments d'appréciation de façon collégiale notamment? Pour Marisol Touraine, la ministre de la Santé, cette nouvelle manœuvre vise surtout à vider la loi de son sens. Je donne un avis défavorable parce que demander que les directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins ne s'inscrit pas là non plus dans la perspective portée par cette proposition de loi. Merci Madame la Ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. S'il y a des directives anticipées, elles doivent, à notre avis, elles doivent être appliquées par le médecin qui est présent. Alors que là, tel que c'est, on retombe comme auparavant, et ça veut dire qu'elles ne sont pas opposables, donc le médecin peut faire ce qu'il veut. Directives anticipées non contraignantes, sédation profonde mais non continue, le texte qui devait être celui du consensus a été vidé de son contenu, détricoté par un petit groupe de sénateurs républicains mobilisés et qui a su donner de la voix face à la Commission et au gouvernement. Là, on est au
est effectivement dans un texte qui s'est éloigné progressivement, non seulement du texte de 2015, mais qui en partie a remis en cause le texte de 2005. Donc je crois que la première des choses à faire, c'est s'appuyer sur le texte de 2005, dont tout le monde, y compris au Sénat, et y compris les adversaires de la loi 2015, disent qu'elle est très bien. Donc ne touchons pas à la loi 2005. Une dernière question va être débattue, celle du droit d'accès aux soins palliatifs. Chaque année en France, ils ne sont que 100 000 personnes à en bénéficier. Pourtant, les besoins sont 3 fois plus importants. Bonjour. Bonjour. Vous, ça va? Ouais. Ça veut dire quoi que ça va? Les murs de cette chambre, Thierry les connaît par cœur. Il est cloué dans son lit depuis 1 an. On lui a découvert une maladie orpheline incurable il y a 4 ans. Depuis, son état se dégrade. Pour soulager ses douleurs, une équipe de soins palliatifs vient régulièrement à son domicile. Ils me soulagent. Ils me soulagent dans tout. Ils sont bien. Ils sont toujours là. Ils règlent tous les problèmes quand on a. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Je suis bien entouré. Bon ben voilà. Comment tu le trouves moralement? Il a dit qu'il n'avait pas moral. Fatima est infirmière. C'est elle qui gère l'équipe de soins palliatifs à domicile. Elle vient voir Thierry régulièrement en fonction de ses besoins. L'occasion pour elle de faire le point avec les aides-soignants sur l'évolution de l'état de santé de Thierry. Alors notre rôle, c'est d'être en lien avec les professionnels du domicile, de réfléchir avec eux comment maintenir, améliorer, soutenir la présence du patient chez lui. C'est toi qui as le dossier? Des patients hospitalisés chez eux, Fatima en suit une quarantaine. Son équipe de soins palliatifs est financée par l'Agence régionale de santé, mais clairement, elle manque de moyens. On ne peut pas dire que c'est suffisant en termes de moyens, hein, puisque nous sommes sur un bassin très important, un bassin géographique très important, et nous couvrons une population de plus de 625 000 habitants. Donc on est une équipe quasiment tout à temps partiel, et nous avons de plus en plus de demandes de la part des professionnels de santé, des institutions et des familles, mais mises en lien par les professionnels de santé, ce qui signifie que nous sommes de plus en plus sollicités pour cette aide au maintien à domicile. En France, des réseaux à domicile comme celui de Fatima sont rares. La loi Leonetti de 2005 devait pourtant les développer, tout comme les unités de soins palliatifs dans les hôpitaux, aujourd'hui très inégalitaires sur le territoire. S'il y en a beaucoup dans les grandes agglomérations, elles ne sont pas suffisantes dans les zones rurales. Idem pour les unités de soins palliatifs qui se déplacent dans les services des hôpitaux, les unités mobiles. Un manque criant, dénoncé par les sénateurs, les Républicains, qui demandent au gouvernement d'inscrire l'égalité d'accès aux soins palliatifs dans ce nouveau texte. Je pense que ceux qui sont pour ce texte, ceux qui le portent, ne peuvent pas ne pas entendre ce cri, le cri des territoires qui sont injustement traités, avec ces kyrielles de malades qui ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs alors que leur État devrait le leur permettre et qu'ils en souffrent. Un des soucis du texte, et d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs, c'est qu'on se refuse en France à avoir une politique massive d'investissement en matière de culture palliative, en matière de soins palliatifs. C'est là qu'est le problème. Et surtout, vous savez que 20% de nos concitoyens ont accès à ces soins palliatifs. 80% n'y ont pas accès. Et ces soins palliatifs, c'est le privilège de quelques territoires. Et la plupart de nos territoires n'y ont pas accès. Et je considérais avec d'autres que le problème le plus urgent, c'était pas tellement de faire une nouvelle loi, c'était d'abord d'essayer de traiter ces problèmes très concrets.
Les rapporteurs et le gouvernement partagent ce constat, mais estiment que cette question doit être traitée dans le cadre du financement de la santé. On dit qu'il faut développer les soins palliatifs. C'est quand même avant tout un problème purement financier. Et ça se décide dans le PLFSS, c'est-à-dire dans le budget de financement de la sécurité sociale. Donc, qu'au PLFSS, ce genre d'amendements réapparaissent, ça au contraire, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, j'ai essayé de leur expliquer, réexpliquer, mais ils n'ont pas voulu suivre. Au PLFSS, eh bien, nous réclamerons et nous inscrirons les moyens financiers nécessaires pour que le développement des soins palliatifs se fasse sur l'ensemble du territoire. Mais l'argument des rapporteurs ne convainc pas. Les autres groupes politiques se rallient aux Républicains. Alors, au risque de surprendre, moi je pense que c'était plutôt bien comme amendement. Et il me semblait, alors que je défends une position différente pour le reste du texte, je me sentais tout à l'heure un petit peu isolée, là-dessus je pense que le préalable, c'est les soins palliatifs pour tous. Je m'aperçois avec stupéfaction que ça pose un problème. La parole est à Madame David. Je vais vous étonner à mon tour, mais je suis sur la même position que vient de défendre ma collègue Corinne Bouchoux. La déclaration d'intention était là, elle était ferme et c'était des soins palliatifs pour tous sur tout le territoire. S'il suffisait d'inscrire les choses dans la loi lorsqu'elles doivent aller de soi pour que les choses se réalisent, ce serait tellement simple. J'ai annoncé tout à l'heure que je proposerai la semaine prochaine à un comité de pilotage un plan triennal de développement des soins palliatifs et des unités de soins palliatifs. Donc un des axes majeurs sera la réduction des inégalités sur le territoire et pas simplement entre les territoires. Lorsqu'Alain Claes et moi-même avons remis le rapport au président de la République sur la proposition de loi, nous avons dit tous les deux que la priorité des priorités, c'était le développement des soins palliatifs et la formation des soignants. Et qu'aucune loi, si parfaite soit-elle, et celle-là est imparfaite comme toutes les lois humaines, eh bien, ne peut être efficace s'il n'y a pas ces deux éléments. Fin de l'examen du texte au Sénat et fin de partie pour les rapporteurs et le gouvernement qui sortent grands perdants de cette séquence. J'ai vraiment le sentiment que le travail qui avait été fait par nos 3 rapporteurs était un travail excellent et que ce travail a été détricoté. Et si c'était pour en arriver à la rédaction qui, ce soir, se trouve sur la table, il n'était pas nécessaire de proposer un texte de loi nouveau. Des rapporteurs déçus qui estiment leur travail gâché par quelques sénateurs qu'ils qualifient de conservateurs. C'est un texte de conservateurs, peut-être guidé aussi par des arrière-pensées religieuses, quelque peu intégristes, hein, j'ai pas peur de le dire. Et je trouve que, allez, je me lâche, la charité chrétienne, c'est pas ça. Si on commence à s'invectiver pour dire, parce que derrière le mot conservatoire en France, c'est pour dire, voilà, ils ne méritent pas d'exister, il ne faut pas s'attarder, ils sont des réactionnaires. Vous savez, la réaction, où est-elle? Je ne traite personne avec des qualificatifs qui pourraient être péjoratifs ou qui pourraient déclasser leurs arguments. Je pense que l'honneur de ce genre de débat, c'est que chacun puisse essayer d'argumenter sur ses convictions. Je l'ai, hein. Oui, c'est fait. Quelques jours plus tard, à l'occasion du vote solennel sur l'ensemble du texte, les rapporteurs prennent leur revanche. Le texte, vidé de sa substance, article par article, est finalement rejeté par le Sénat. J'ai à la fois d'infinis regrets qu'un consensus, qu'un rassemblement ne se soit pas opéré au Sénat comme il s'était opéré à l'Assemblée nationale. Mais je suis soulagée que la sagesse de la Haute Assemblée l'ait amené à rejeter ce texte, ce qui va permettre au travail de reprendre dans des conditions plus simples à l'Assemblée nationale. Au jeu des affrontements, le Sénat sort perdant en rejetant la proposition de loi sur la fin de vie. Dans quelques mois, les députés reprendront l'examen du texte en seconde lecture dans sa version initiale.